Bonjour, dans cet épisode, j'échange avec le père français du cocon sémantique, Laurent Bourrelli. Si vous n'avez jamais entendu parler de Laurent, je vous invite à faire une recherche sur Google et sur YouTube, soit sur le nom de Laurent Bourrelli, soit sur le terme de SEO Rockstar. Après avoir fait ses armes aux États-Unis dans les années 90, Laurent est aujourd'hui l'une des plus grandes références du milieu SEO en France. Il a notamment vulgarisé et popularisé il y a quelques années le concept du cocon sémantique. Et tout au long de cet épisode, j'échange avec Laurent sur cette définition du cocon sémantique et en quoi c'est aujourd'hui l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer le positionnement d'un site sur Google. Mais j'échange aussi sur comment il est aujourd'hui indispensable pour un e-commerçant d'être présent en ligne sous différentes formes et pas uniquement en faisant du SEO. Dans cet épisode, Laurent nous partage plusieurs cas concrets et nous explique pourquoi les Américains ne font plus du tout de SEO en tant que tel. Sur ce, je te laisse tout de suite écouter mon échange avec Laurent Bourrelli. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté l'invitation pour participer au podcast. En quelques mots, c'est très simple, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui éventuellement ne te connaîtraient pas ? Ok, c'est moi qui te remercie. Oui, bonjour, et c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. En deux mots, ça fait très longtemps que je fais du référencement, puisque 2004, c'était mes débuts. Mais même avant ça, en fait, moi, je viens du marketing et du branding, ce qui fait que au début, même si en 2004, je me contentais de spammer, entre guillemets, Google, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus évolué vers une visibilité globale, avec... tu le sais aussi bien que moi, bien sûr que Google, ça fait partie de l'équation, mais pas que, et puis surtout en termes de format, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé produire pour moi-même ou mes clients ou mes sites autre chose que du texte, ce qui implique de faire de la vidéo, de l'audio et éventuellement de l'image aussi, puisque ce sont les 4 formats possibles. Okay. Mais en quelques mots, pour me présenter, j'ai démarré à monétiser mes propres sites. J'ai vécu l'heure de gloire de la monétisation de sites web, AdSense, affiliation, début des années 2000. C'était le Far West, comme gagner au loto. Et ensuite, j'ai plus switché vers le consulting. Et aujourd'hui, oui, 90%, je suis consultant et j'aide les startups, les sites marchands, même les individus aussi à devenir célèbres sur Internet et à faire plus de business. À devenir des rockstars, on en reparlera un peu plus loin. Ouais. Effectivement, ma baseline, il y a une petite histoire derrière. Ok. Justement, je pense que je vais mettre le pied dedans. Donc, si j'ai bien suivi, parce que ça fait un petit moment que je te suis, comme tu as une certaine notoriété dans la sphère SEO, au moins francophone. En 2009, tu reviens des USA. À la suite d'un projet professionnel. Est-ce que, d'après toi, ce passage sur le sol américain t'a permis de prendre une longueur d'avance dans la sphère SEO, marketing et tout ce qui tourne autour du marketing web sur les techniques qui sont pratiquées en Europe et particulièrement en France ? Alors, là, tu as loupé un épisode puisque mon premier passage aux États-Unis a démarré en 1990. Oula, alors j'ai loupé 20 ans. Parce que j'ai fait mes études là-bas. Et j'ai ensuite bossé à New York, 90-94 j'étais à l'université et ensuite j'ai bossé à New York et c'est là que j'ai fait mes armes dans le branding, dans le marketing, où on travaillait même à l'époque sur ce qu'on appelait leader d'opinion. Aujourd'hui ça s'appelle des influenceurs, mais c'était la même chose. C'est là que j'ai pris mon train d'avance. Quand j'y suis retourné en 2007-2008, c'était effectivement pour un projet pro
d'ailleurs avec un ami d'université. Et j'ai plutôt pris une longueur d'avance là par rapport à certains vecteurs tels que la vidéo, puisque moi je suis arrivé avec la bouche pleine de Twitter et de machin. Eux, ils parlaient que de vidéo à l'époque. Mais oui, je suis façonné à la culture américaine du business et du branding. Et ceci explique aussi peut-être cela justement au niveau de ce que tu me vois faire dans la sphère SEO. Et justement, est-ce que les Américains, toi qui es vraiment familier avec leur manière de pratiquer le SEO, est-ce que tu vois vraiment un décalage qui est énorme entre ce qui se fait en France et ce qui se fait là-bas, même en termes de performance? Est-ce que les Français sont aussi bons que les Américains? Alors c'est très simple. Les Américains, ils font plus de SEO. Et ça fait longtemps, ça doit faire 3-4 ans. SEA plus content marketing. D'accord, donc au sein du content marketing, tu as une strate SEO. Mais le SEO n'est plus la finalité. C'est eux, ils préfèrent. C'est beaucoup plus facile de faire du SEA, d'achat du media buy, ou peu importe comment tu veux l'appeler. Tu fais briefing à 8 heures, débriefing à 18 heures, tu règles tes campagnes, etc. Et puis, tu investis 10, ça te rapporte 20, 30, 100 000, 100 000, en fonction de comment tu es bon. Après, le SEO en tant que tel, non, ils en font plus. Par contre, oui, ils ont des stratégies de content marketing évoluées. Et au sein de ces stratégies de content marketing, ils ont la stratégie SEO qui traite, ils optimisent les contenus, et ils font des backlinks. Mais quoi de plus, tu vois, enfin... Ouais, le SEO est devenu, en tout cas pour eux, et ça arrive aussi, ça se pratique aussi comme ça un petit peu en France, c'est un détail d'une stratégie globale, c'est ça que tu essaies de dire? Exactement. D'accord. Et parce que ça arrive aussi en France, et tu le vois bien en France, le problème, c'est que, prenons des requêtes, allez, la requête à mon avis la plus difficile du web francophone, qui va être rachat de crédit. D'accord? Tu es un nouvel entrant, et tu veux faire du SEO, tu connais pas la requête, d'accord? C'est important, hein, t'as jamais été sur la requête rachat de crédit, donc tu vas avoir un référenceur, un bon. Allez, première page sur rachat de crédit, qu'est-ce que ça vaudrait? Un an de travail à 10, 15, 20 000, entre 10 et 20 000 par mois. Bon, ça fait quand même, on est dans les 200, 300 000 euros, d'accord? Et je te garantis une chose. Je peux pas te garantir le succès, mais je peux te garantir l'échec. Quel va être ton échec? Tu pourras jamais être premier si tu ne fais que des actions SEO et pas tout le reste autour. Le branding, le marketing, tout le tralala. Avec des actions SEO seules, tu pourras arriver en première page. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas te rendre compte que jamais tu rentabiliseras ton investissement parce que si tu n'es pas premier ou au pire dans les 3 premiers sur ce genre de requête, les miettes du reste de la première page, et ne parlons pas de la 2e, 3e page, c'est plus valable, c'est plus rentable. D'accord. Donc le SEO seul, à très court terme, va s'auto-flinguer si, à mon avis, les mecs ne prennent pas la mesure d'englober ça dans une stratégie beaucoup plus globale. Encore une fois, attention, ça dépend de ton ambition. Là, je parlais de rachat de crédit. Si tu veux te positionner sur location de chambre d'hôte dans le Luberon, oui, tu veux faire du SEO à la papade il y a 10 ans. C'est pas un souci. Ça dépend de ce que tu vises, de ton ambition et du marché aussi, puisque rachat de crédit est beaucoup plus, enfin j'imagine, j'ai pas étudié la chose, mais beaucoup plus concurrentiel que effectivement chambre d'hôte dans le Luberon. Donc il y aura beaucoup plus d'actions à mettre en place pour se positionner correctement et capter du trafic sur rachat de crédit que sur une requête moins concurrentielle. Ben, tu as plusieurs variables. Tu as oui la concurrence, mais pas que. Tu as l'environnement. C'est-à-dire que je vais pas barber tes auditeurs avec des leçons d'algorithmie et comment est fabriqué un moteur de recherche. Mais ça peut être intéressant. Hein. Ouais. En 2 mots, pourquoi c'est compliqué Google? Parce que on parle de l'algorithme de Google, mais ça n'a pas de sens. C'est pas un algorithme. Même sans avoir des notions de développement ou de mathématiques, tu comprends bien que si tu avais une grosse formule, d'accord, un gros algorithme sur lequel des centaines d'ingénieurs travaillent toute l'année à faire des milliers de modifications depuis 1995,
et déployer à l'échelle industrielle d'un truc tel que Google, ça tiendrait pas. Ça ne pourrait pas se... Oui, donc c'est fabriqué différemment. C'est ce qu'on appelle des algorithmes par couche. D'accord ? Tu as des couches algorithmiques qui sont plaquées, ça peut même différents langages de programmation, plaqués les uns sur les autres. Et là où il nous rend la tâche difficile, c'est que tout ça n'est pas plaqué de manière uniforme au travers de l'index et dans le temps. Par exemple, le PageRank, la couche fondamentale, elle, à la limite, oui, elle peut être répartie uniformément au travers de l'index, mais ensuite, rachat de crédit, c'est pas filtré de la même manière que la location de chambre d'hôte dans le Luberon, et même dans le temps, location de chambre d'hôte dans le Luberon, peut-être qu'aujourd'hui c'est peinard, et que plus tard, ça va être filtré tel que les rachats de crédit. Parce qu'il ne peut pas tout trier, il ne peut pas tout organiser. Il faut appliquer un espèce de principe de Pareto. Et puis en plus, il doit répondre à 30% des requêtes n'ont jamais été tapées auparavant. Donc en plus, il doit répondre à des trucs qui n'existent pas, donc c'est compliqué. Mais imagine-toi que si Google devait crawler tout le web, il mettrait 4000 ans. Donc ce qui est littéralement impossible. Ouais, s'il fallait qu'il visite chaque page web tous les jours, je crois qu'il faudrait qu'il visite 1 200 et quelques mille pages par seconde. Ouais, donc oui, on est sur des échelles effectivement qui dépassent beaucoup de monde. Donc en fait, il fait un truc avec ce qu'il appelle le surfeur aléatoire, c'est-à-dire il va picorer un peu à droite à gauche, mais oui, il opère parce que justement, il y a des requêtes, il organise le web petit à petit, mais on ne peut pas tout faire la même chose au même endroit partout, et c'est pour ça que c'était extrêmement compliqué finalement de sortir mon système, là, le cocon sémantique qui marche pour tout le monde. Ouais, c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à mettre en place un truc qui marche pour tout le monde, peu importe la thématique, peu importe la concurrence, peu importe l'environnement, peu importe Google, tu appliques. Et ensuite, c'est plus qu'une question de faisabilité, est-ce que ça vaut le coup ou pas, et puis de patience et de boulot, quoi. Mais... Oui, tu as vulgarisé un concept qui peut s'appliquer à une grande majorité des cas. On va y revenir juste après, ouais. Justement, sur ce principe du cocon sémantique. Juste avant, comme tu étais sur le principe des algos en surcouche, est-ce que tu peux nous commenter rapidement le dernier update, l'update core qu'il y a eu au mois de mars 2019, et le bug du premier week-end du mois d'avril? Le bug, nous, je sais pas si tu as quelque chose à commenter, mais c'est quand même quelque chose. Voilà. Non, mais on appelle ça un effet de bord. Et bien sûr que c'est un programme informatique, mais il y a un truc qu'il faut que vous compreniez bien, tout le monde, c'est que Alphabet n'en a plus rien à foutre de Google. Alphabet, c'est la société mère à qui appartient Google, le moteur de recherche. Alphabet n'est pas un moteur de recherche, c'est une régie publicitaire, entre autres choses. Le moteur de recherche, texto, je le tiens de la bouche de Larry Page, le fondateur de Google, d'accord ? Il a dit à quelqu'un qui me l'a dit. Et ce quelqu'un, c'est mon frère, qui a bossé pour Google X, qui a bossé avec Larry Page. Et texto, Larry Page lui dit à mon frangin, il dit, mais les mecs, ils comprennent pas. Ils me font chier avec Google, là. Ils me cassent les couilles avec tous ces trucs je sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots en podcast. Il n'y a pas de problème. Il m'embête avec Google, machin, position de... Ils comprennent pas que j'en ai plus rien à foutre, que c'était mon diplôme. Donc ça remet un peu en... Enfin, c'était son diplôme, d'accord ? Oui, c'était son projet d'études, ouais. D'accord ? Donc, et puis, aujourd'hui, ce n'est plus que... Quoi ? Ce n'est plus qu'une vitrine pour afficher des publicités et pour garder le visiteur dans l'écosystème. Pourquoi les réponses ? Pourquoi tout ce truc qui fait que finalement il te donne directement tout ce dont tu as besoin et que tu n'as plus besoin d'aller visiter les sites. Il veut garder le visiteur dans l'écosystème et ce n'est qu'une vitrine pour afficher les pubs. Google est dominant, c'est le meilleur moteur. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent révolutionner quoi que ce soit ? Et deuxièmement, honnêtement, de l'intérieur, moi je suis un des tarés qui lit tous les trimestres le Quarterly Report, c'est-à-dire le rapport fait aux investisseurs par la société Alphabet. La dernière fois que j'ai entendu parler du moteur de recherche Google, novembre 2017. Tu sais ce qu'ils ont dit ? Ils disaient, OK, par rapport à notre lutte contre le spam, on est très fiers de dire que
Aujourd'hui, on a résolu le problème des fermes de contenu. Ça, c'était noir sur blanc dans le rapport aux investisseurs en novembre 2017 ou décembre 2017. Il parlait d'un événement qui s'est passé en 2012, qui s'appelle Panda, qui a lutté contre les... Donc, est-ce que vraiment ça te donne l'impression d'une boîte qui est concernée par son moteur de recherche? Oui, non, en tout cas, qui ne met pas toutes ses ressources dessus, quoi. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils en ont à faire que des pages de quelques mecs soient désindexées pendant un certain moment? Ah oui, non, mais bien sûr, à l'échelle de chaque personne, de chaque site, évidemment, rien ou pas grand-chose. Pour Google, lui, le moteur, il marche, c'est bon, les mecs, ils tapent des questions, ils ont des réponses. Que les SEO, que les webmasters, ils aient un problème, honnêtement, ça serait AdWords. Dans les 5 minutes, c'est réglé. Il y a un truc qui déconne chez AdWords, en temps réel, c'est réglé. Sur le search... C'est pas la priorité de l'entreprise, quoi. Mais non, mais c'est même pas la priorité. C'est que ils s'en fichent, quoi. C'est, enfin... Non, les gars, parce qu'ils corrigent quand même. Ils font des... Oui, mais tu vois ce que je veux dire, là. Oui, bien sûr. C'est AdWords, c'est les gars... Mais les gars d'AdWords, ils disent même pas bonjour, mec. Tu sais, le dicton chez Google, au début de Google, il y avait un truc, c'est quand tu te retrouvais au search, donc pour Google le moteur, c'est que t'étais pas assez bon pour aller chez AdWords. D'accord. L'ingénieur qui a atterrissé au search, c'est OK, bon, t'as pas le niveau pour être chez AdWords. Donc ouais, nous on focalise sur un truc dont eux n'ont plus rien à foutre. Donc d'un côté, t'as la part de com, etc., tout ça, il faut pas se laisser blouser par ça. Il faut avoir les yeux bien ouverts par rapport à la réalité. Google, à la réalité exactement. Donc ouais, les bugs, bien sûr que ça dégonne, et il n'y a pas que ça. Moi, des bugs, j'étais un des premiers à dévoiler des bugs qui sont toujours pas d'ailleurs réparés chez Google avec mon équipe de hackers. Ça s'appelait les Dark SEO Team. Allez googler ça, Dark SEO Team. Vous trouverez des traces de ce qu'on a fait. On dévoilait des grosses failles de sécurité, des failles SEO. On volait le PageRank, on pouvait faire tomber un site instantanément en quelques secondes, etc. Enfin, les problèmes sur les redirections, tout ça, ça n'a jamais été réparé. C'est toujours là. C'est toujours d'actualité, quoi. Ouais, et ça, je connaissais pas cette team, ton ancienne team, je connaissais pas pour le coup. J'irai voir, ça peut être intéressant de voir un petit peu l'étendue de tes recherches. Et je rebondis parce que tu parlais justement que Alphabet était une régie publicitaire. Et justement, ça me permet de glisser vers une question que j'avais pour un peu plus tard dans le podcast, mais que je vais poser maintenant. Amazon est de plus en plus un moteur de recherche dans le milieu du e-commerce. On sait donc que Amazon est un concurrent, direct ou indirect, ça dépend d'où on se positionne, de Google Shopping. Et d'après toi, est-ce que Google Shopping va réagir face au grignotage des parts de marché du Shopping Search par Amazon? Parce que pour le coup, ils sont concurrents. Ouais. Je rectifie. Alphabet est la société mère. C'est Google AdWords, la régie publicitaire. La régie publicitaire, bien sûr. Oui. Mais effectivement, dans les faits, 95% des revenus de Google proviennent d'AdWords. Donc, ils sont clairement focus sur la régie publicitaire. Après, pour ta question, ils l'ont pas vu venir. C'était il y a quelques années déjà. On l'a vu en un trimestre, d'un printemps à l'automne. Il y a eu une grosse bascule. C'était impressionnant comment Google a perdu des parts de marché par rapport à Amazon. Et surtout, Google l'a pas vu venir pour un truc très simple. C'est le mobile. Tu cherches quelque chose. Tu vas aller taper ça dans Google, tu vas aller comparer 10 sites improbables sur lesquels il faut s'identifier, mettre ta carte bleue ou machin, ou alors tu ouvres l'appli Amazon, tu cliques, et un clic et c'est acheté, et le lendemain c'est chez toi, au meilleur prix. Donc la bataille, ils l'ont gagnée, Amazon l'a gagnée depuis déjà un moment sur une grosse part de trucs super commerciaux, et je ne vois pas comment Google pourra jamais le récupérer, parce que la bataille, elle est sur le mobile, elle est même plus sur le desktop. Oui, non, elle est sur le mobile, oui, bien sûr. Et pour toi, c'est quasiment perdu pour Google Shopping, quoi, face à Amazon en tout cas. Non, ils peuvent récupérer là où je pense qu'Amazon va gagner, c'est qu'ils ont de A à Z. Mais je vois plutôt la voix comme étant ok Siri, remplis-moi le frigo de bière, tu vois.
Que ce soit Apple ou OK Google, remplis-moi le frigo de bière. Bon, ben, il faut qu'ils aient fait un partenariat avec Carrefour, avec qui, je ne sais pas qui, Walmart aux États-Unis, avec Amazon. Ils ont les bières dans les entrepôts. Alors là, juste une parenthèse, tous ceux qui écoutent et qui ont un iPhone à proximité tu viens de leur commenter des packs de bière. Non, mais ça marche très bien sur Alexa, hein, de remplir son frigo. Alexa va te dire, ouais, ok, j'ai identifié une dernière commande de 250 Heineken. Est-ce que vous voulez répéter la commande? Bon, bref, le search évolue, les gens vont continuer de chercher. Google va pas mourir, hein. Il est trop gros aujourd'hui. Je crois que du tout le cache qu'ils ont, ils peuvent. Mais après, le grand gagnant au final. Moi, je mise sur Amazon, ouais. Je mise sur Amazon. Enfin, tu vois, même si effectivement, après, je ne sais pas de quoi demain sera fait, hein, mais si je devais mettre ma piécette sur le grand vainqueur de tout ça, ça serait ni Facebook, ni Google, Ça, ce sont des datavores. Le problème de ces gens-là, c'est que si, avec la tendance actuelle, si les gens enfin se mettent à comprendre que la vie privée, c'est important, et qu'il faut un peu se protéger en ligne, si ça commence à rentrer dans les mœurs, alors toutes ces boîtes qui sont des datavores, Facebook, Google et tralala, ils vont avoir de gros problèmes. Apple, Amazon, ils peuvent subvenir sans engloutir de la data à tire-larigot et sans aucun respect pour les utilisateurs. Même des trucs au niveau de la décence éthique, quoi, qui est... Enfin bon, bref, c'est un autre sujet, ça. Tout à fait. Alors, on va justement basculer sur le cocon sémantique. Donc, tu es en quelque sorte le papa de la vulgarisation du principe. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept du cocon sémantique et la différence avec ce qu'on appelle le siloing? Alors, effectivement, ton audience, il y a beaucoup de e-commerçants. Donc, la question numéro 1, c'est souvent, quand j'applique le cocon sémantique au e-commerce, les principes, pourquoi le cocon sémantique est devenu aujourd'hui la stratégie numéro 1, hein, j'ai pas peur de le dire, parce que, enfin, j'attends les alternatives. Où sont-elles? Est-ce que c'est acheter du lien qui est vraiment la stratégie numéro 1? Et pourquoi? C'est parce que c'est pas révolutionnaire, c'est quand même vachement fondamental. C'est des choses qui sont en prise de bon sens, d'expérience et beaucoup de tests, et finalement d'arriver à comprendre comment séduire Google, quoi et comment lui donner à manger. Répondre à la seule question importante, c'est pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que je suis numéro 1 par rapport à X paramètres, et comment plaire à ce foutu moteur de recherche. Donc à partir de là, pour donner, parce qu'en plus c'est un truc que j'ai pas copyrighté, j'ai pas déposé, j'ai voulu le donner à tout le monde. Et pour donner quelque chose à tout le monde, il fallait que je le généralise le plus possible pour que ça marche dans la majorité des cas. Pour cela, j'ai dit, ok, il y a la structure, la manière dont j'organise les pages entre elles, mais c'est surtout, il faut que ce soit basé sur une stratégie éditoriale, de contenu utile, informatif, ce qui exclut les pages produits et les racines de catégories de produits. Donc, c'était uniquement pour donner en priorité à ce Google ce qu'il préfère, c'est-à-dire un signal éditorial. Cela dit, quand on travaille avec moi en mode perso, dans certains cas, c'est pas le signal éditorial que je préconise. J'ai un exemple très précis à te donner. Tape spiruline dans Google. Enfin, je préférais que tu le tapes dans Quant parce que pour respecter ta vie privée, mais bon, pour l'exemple, je t'autorise à le taper dans Google. Et puis là, j'ai non pas un client, mais un élève de ma formation pour devenir référenceur, la Bootcamp SEO, qui vient me voir et qui me dit bon, j'ai fait un cocon sémantique et j'arrive au fond de première page, mais après c'est dur de monter. Et là, je le réponds instantanément, ouais, mais mec, regarde, les autres là, les 3 premiers, ils font déjà des cocons sémantiques depuis 1997. Je veux dire, le principe d'avoir une page d'information et d'autres pages derrière d'information, ou alors en mode Wikipédia, d'avoir une méga page d'information avec des angles, etc., c'est du cocon sémantique. Si je devais te conseiller pour attaquer cette requête, peut-être que j'aurais utilisé un autre signal que le signal éditorial. D'accord, oui, je comprends. Ouais. À l'inverse, si tu tapes la requête lave-linge
un des premiers embryons de cocon sémantique que j'avais fait, c'était avec le site Que Choisir. On est monté en moins de 10 jours, 3e sur cette requête. Pourquoi? Parce que là, Google, il a les dents du fond qui baignent de lave-linge. Tous, c'est des vendeurs de lave-linge. Quelle est la différence entre Darty et Discount et Rue du Commerce ou Boulanger ou autre, ouais. Ouais, on s'en fout, c'est les mêmes. Par contre, nous, quand on est arrivé avec le signal édito bien organisé, ben là, il a dit miam miam, c'est ça que je veux, c'est ça qui me manque. Oui, donc le cocon sémantique en version high level, c'est apprendre aussi à respirer l'odeur du mot-clé. C'est ça. C'est apprendre à interpréter les signaux que te donne Google et lui donner ce qu'il veut. Donc il y a d'un côté la version gratuite et publique qui est de dire organiser les pages de façon intelligente. Je vais expliquer ça dans 2 secondes. Sur base de contenu édito. Et puis après, il y a la version que je traite en one-to-one. Enfin, c'est bien évidemment bien différent parce que là, j'apprends à personnaliser le signal en fonction de ce que Google veut. Et Google veut pas automatiquement toujours ce fameux signal édito. Maintenant, le truc, c'est que quand on sait faire du cocon sémantique dans sa version hardcore, sur base de contenu utile, faire ce que j'appelle du siloing thématique, c'est-à-dire organiser un catalogue, que ce soit un annuaire ou un catalogue de commerce, c'est la même chose, organiser des données, alors c'est un jeu d'enfant. Le seul truc qu'il faut se rappeler, c'est qui est en relation avec quoi et pourquoi. Dans la vie, sur le web et dans le cocon sémantique, chaque entité, chaque chose a une connexion avec une autre chose pour une raison bien particulière, bien identifiée. Et c'est tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de à chaque fois avoir la réflexion de dire ok, ceci est connecté avec cela, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est cohérent ou pas. Les exemples que je prends avec les méga menus, je prends souvent Cdiscount, je les ai tellement pris en exemple en conférence tout ça qu'ils se sont énervés et puis du coup ils ont fait du cloaking, c'est-à-dire qu'en apparence tu as le méga menu, mais pour Googlebot ils voient plus le méga menu. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que si tu veux garder ton méga menu pour l'internaute, alors pour Googlebot tu vas le faire une structure beaucoup plus limpide, beaucoup plus simple. Et d'une fiche produit qui vend, je ne sais pas, pour le cas des Cdiscount, l'exemple que je prenais souvent, tu étais sur la fiche ordinateur portable HP modèle machin truc, et directement tu peux aller acheter des couches pour bébé. Oui, ce qui n'a rien à voir. La liaison sémantique entre couches pour bébé et ordinateur portable, pour moi, elle n'a pas de sens. Donc c'est simplement arriver à bien organiser son information, à bien tout ranger, comme le ferait un supermarché. Et aussi appliquer un principe de Pareto 80-20, ça sert à rien de tout mettre au même niveau. Ce fameux truc de je veux que toutes mes pages soient accessibles depuis 3 clics depuis la home, c'est complètement absurde. Alors c'est mieux que rien, tu vas me dire, mais si tu vas dans un supermarché, là, on va au carrefour de Castelnaudary. Il doit y avoir un rayon de 100 cassoulets. Sauf qu'il n'y en a que 5 en tête de gondole, il n'y en a que 15 à hauteur des yeux, etc., etc. Ils n'ont pas juste mis tous les cassoulets comme ça en rang à l'horizontale sur une grande ligne. Et c'est la même chose pour ton site. Il faut que tu apprennes comme ça. Alors il y a le principe de Pareto, les 20% qui font 80% de ton business, mais moi j'ai même un ultra principe de Pareto. Les 5% qui vont faire réellement 95% de ton business. Et tu ne les traites pas de la même manière. Ça n'a pour moi aucun sens d'avoir... Alors, ça peut être tes best-sellers, ça peut être tes produits avec tes plus grosses marges, etc., etc. Il faut savoir réguler tout ça et pousser quelle page. Chaque page doit avoir un rôle. Est-ce qu'elle doit se positionner? Est-ce qu'elle doit pousser les autres? Est-ce qu'elle doit appuyer sémantiquement, etc. Et être vraiment un coordinateur de son contenu. Et puis surtout, voire même, être capable de dégager du contenu. Être capable de dire... toute cette partie de mon catalogue, c'est plus défavorable que favorable. C'est pas parce que j'ai 20 000 pages que j'ai 20 000 opportunités de me positionner, de faire du business. Donc, il y a certains clients, je leur fais dégager 90% du contenu. Alors quand je dis dégager, c'est pour Googlebot. Hein. Oui, c'est pas sur le site. On supprime pas les produits du site. Non, c'est pour Googlebot et on a tout à fait le droit d'avoir des. Attention, on peut pas tricher sur la page, avoir un contenu différent
pour Googlebot et pour l'internaute, mais on peut tout à fait avoir une structure différente pour Googlebot et pour l'internaute. Notamment avec la balise du noindex, non? La non, moi j'utilise du clocking. D'accord, mais directement. alors pour ceux qui ne savent pas, CLOAKING, c'est une technique qui est utilisée en Black Hat, SEO, mais qui n'est pas du tout une technique Black Hat. Les forums font du clocking depuis 1990. Quand tu t'as jamais remarqué, quand tu cherches quelque chose, des fois tu tombes sur une page, la version mobile du forum. Oui, tout à fait, oui. Bon, ben c'est du clocking ça. Il a présenté à Googlebot la version mobile du site. Mais structurellement, tu peux changer. Oui, bien sûr. Le contenu, lui, attention, si vous changez une virgule du contenu, là vous êtes en mode Black Hat. Même si vous enlevez par exemple les bannières pub, c'est du contenu. Ça c'est interdit. Mais de changer la structure, le maillage, c'est ce que je préconise pour les sites e-commerce, c'est de faire une structure pour Googlebot, une structure pour l'internaute, et pour Googlebot, faire des choses qui sont simples. Je ne peux pas tout expliquer là, mais vous devez avoir une petite alerte qui sonne là, dès qu'il y a un truc qui est un peu tordu, qui est un peu compliqué. La simplicité, c'est la solution à 99% des problèmes. 99% des problèmes dans le maillage interne. Il faut que ce soit limpide. Keep it stupid. Stupid simple. Non, c'est attends, ouais. Keep it stupid. Stupid simple. Garde-le tellement. Mais pensez que Googlebot, c'est un robot qui parcourt les pages à la vitesse de la lumière, comme ça, et il faut lui présenter quelque chose qui soit, mais d'une simplicité et rapidité. Mais faire simple, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Ça peut être très compliqué de faire simple. Et de créer de l'ordre à partir du désordre, de l'ordre à partir du chaos, ça peut être compliqué. Mais là, je sors d'un call avec un catalogue, 20 000 produits. Alors, ce que je lui conseille, c'est on va sacrifier, il y a toute une partie du catalogue qu'on va complètement dégager, après on va hiérarchiser, etc. Et puis à côté, ouvrir un blog, mais pas juste un blog pour faire des news ou du machin. Non, une vraie stratégie éditoriale basée où tu as un an d'avance, un calendrier éditorial où tu as prévu un an d'avance de contenu, par exemple un sujet par semaine, ça fait 52 sujets dans l'année, tout ça est cohérent, tout ça s'imbrique bien dans une stratégie à long terme, et puis même il n'y a pas que du contenu SEO, il y a aussi du contenu qui peut être à d'autres objectifs que du SEO, je ne sais pas, du buzz ou autre chose. Et puis en plus, comme je t'ai dit, c'est aussi en mode content marketing, c'est-à-dire que ce n'est plus que du texte, c'est aussi le cocon sémantique et les multimédias, c'est-à-dire qu'un sujet, allez, vite fait, on part pour un an de calendrier éditorial, 52 sujets, donc tu as 52 cases à remplir. Chaque semaine, tu pars dans une véritable opération de communication où chaque sujet doit donner lieu à 20 à 30 contenus. Un sujet égale 20 à 30 contenus. Tu as 4 formats de contenu possibles. Texte, image, audio, vidéo. Donc ce sujet, tu le déclines sous ces 4 formats et de multiples variantes au sein de chaque format. Prends la vidéo, rien qu'à Instagram, tu peux mettre 1 minute dans ta timeline, une story qui va expirer en 24 heures, et IGTV, tu peux mettre ta vidéo de 12 minutes que tu avais prévue pour YouTube, je sais pas, tu vois. Du texte, du tweet de 280 caractères au blog post épique de 20 000 mots sur medium.com, tu peux faire toute une déclinaison de ton contenu. Donc, tu peux réexploiter un contenu que tu as créé. Ce que tu essaies de nous faire comprendre, c'est un sujet, voilà. Un sujet, tu le déclines. Je le décline sous 4 formats, dans une multitude de variantes, ce qui donne 20 à 30 variantes autour du sujet. Dans la semaine, qu'inonde la toile autour de ce sujet. Non seulement tu vas travailler ton marketing, non seulement tu vas travailler ton commercial, mais en plus, ça va sérieusement booster ton SEO et ton concours sémantique. Est-ce que tu as envoyé un signal, des signaux qui viennent de différentes plateformes? Tu parlais d'Instagram, mais aussi Facebook, Twitter et autres. Tu envoies vraiment des signaux dans tous les sens et tu deviens, ou en tout cas, l'objectif derrière, si j'ai bien compris, c'est de devenir le référent aux yeux de Googlebot de ta thématique, quoi. En fait, Google, il voit que on s'en fout du nombre de RT ou de machin, tous ces trucs-là, là. Ce qu'il veut, ou des clics sur ton URL, non. Ce qu'il veut voir, c'est une émulsion. Il veut voir que ça bouillonne. Il veut voir qu'il y ait
de l'agitation autour de ton contenu. D'accord? Donc, rien ne vaut le backlink. C'est sûr que le lien, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ce qui aide vraiment, en plus du backlink, c'est ça, c'est d'avoir cette espèce d'agitation. Mais ça a de multiples avantages parce que non seulement tu aides ton SEO, mais en plus, vraiment, tu domines la conversation sur le sujet. Et puis, je crois que tu peux vraiment visualiser. Tiens, pour tes auditeurs, qu'ils aillent chercher Conversation Prisme, sans eux, tout attaché, conversationprisme.com. Et là, ils vont avoir une représentation du Web 2.0. Et finalement, toi, tu es au centre, tu es la marque, et tu dois arroser, donc, en multimédia, tout cet écosystème qui est autour de toi. Et c'est ce que je dis, les Américains, les Anglo-Saxons. Moi, je suis juge au European Search Awards et au UK Search Awards depuis 2013. Je peux te garantir que les soumissions pour la catégorie SEO, elle est d'une pauvreté créative par rapport au reste, parce que ils en font plus, quoi. C'est juste un process parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Donc, ça devient vraiment secondaire. C'est plus une fin en soi, comme tu disais en début d'épisode, quoi. Mais pour un site, pour tes auditeurs, là, fondamentalement, la question que j'ai posée tout à l'heure, de quel droit mérites-tu d'être numéro 1 par rapport à X paramètres? Si vous prenez bien la mesure de la chose, la fiche produit en elle-même, ou la racine de catégorie, la valeur qu'elle a, après, toujours on vient me dire, ouais, mais c'est le moins cher, mon support client est meilleur, mes images sont meilleures, Googlebot, il s'en fout de tout ça. Il faut arriver à... C'est un peu du Sun Tzu, l'art de la guerre. Mettons qu'on soit 300 rebelles, là, et qu'on doit affronter les 300 000 soldats de Napoléon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller en plaine, te faire découper, ou alors tu vas venir chez moi en Andorre, et dans les montagnes, on va leur faire des pièges, etc., tu vois. Ouais. Option 2. Bien sûr. Donc là, ce que tu fais, c'est tu vas à l'attaque avec ton épée en bois, te faire découper en plaine. Si tu envoies le même signal que les 250 000 autres. Peu importe si tu as réécrit ta fiche produit, peu importe si tu as pris des photos de ton truc. Le signal, là, ça va jouer au bruit de force, à celui qui a la plus grosse en termes de PageRank. Donc si tu as les moyens d'acheter des liens, si tu as les moyens de faire du lien, tu peux pousser jusqu'à essayer de dégager celui qui est premier. Mais sinon, pour moi, c'est essayer d'être un peu plus malin. Tu peux pas rentrer par la porte, rentre par la fenêtre. Est-ce que... observez le résultat de recherche, Google, il vous dit plein de choses. Regarde, tape d'un côté lave-linge, et de l'autre côté, tu tapes un mot-clé comme, je sais pas, UEFA. UEFA, voilà, oui. Voilà ce qu'il veut, Google. Quand tu as UEFA, c'est le Champions League, enfin, le truc de foot, c'est un sapin de Noël. Tu as des réponses, des scores en direct, tu as de l'honnête graph, tu as du social, tu as de la news, tu as de la vidéo, tu as de l'image, tu as tout ça. Voilà ce qu'il veut. De l'autre côté, tu tapes lave-linge, tu as 10 vendeurs de lave-linge et deux que j'ai aidé. non, même pas. Enfin, 2 que j'ai aidé, c'est pas en organique. 2 que j'ai aidé il y a des 2 que j'ai aidé, les numériques, et que choisir, comme par hasard, ils arrivent à pointer leur bout du nez, mais c'est tout. Et puis, mais ça le convient pas, quoi, cette requête-là, parce que ça répond qu'à une seule intention. Et lui, il veut répondre à de multiples intentions. Qu'est-ce que tu veux quand tu tapes lave-linge? Certes, certains vont acheter un lave-linge, mais pas tous. Et puis en plus, Google, il ne sait pas ce que c'est qu'un lave-linge. Il ne le comprend pas comme nous, humains. Oui, et l'intention de recherche n'est pas forcément claire non plus. Est-ce qu'on veut des informations? Est-ce qu'on veut télécharger la notice? Ou est-ce qu'on veut en acheter un? Donc c'est compliqué pour lui de traiter ça, et c'est compliqué pour lui de trouver suffisamment de sources crédibles. Parce qu'il y a ça aussi, il y a une notion de confiance. Est-ce que je peux vraiment te faire confiance? Et est-ce que tu mérites vraiment que je dégage le premier pour te mettre toi? Donc c'est plus compliqué. Et puis surtout, oui, ce que je crois aujourd'hui, c'est peut-être malheureux à dire, mais j'ai quand même vu le web évoluer depuis un espace de liberté où on pouvait faire ce qu'on voulait, où c'était carrément le Far West. La fortune en une semaine, c'était possible. À l'époque, je l'ai vécu tout ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est un grand supermarché et avec. Oui, il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour truster le top 10, quoi. Il faut cultiver sa différence. J'aime bien un exemple comme par exemple le palais d'été, parce que dans le milieu du référencement, il y a le plombier du 18e arrondissement, mais il y a aussi le vendeur de thé, comme exemple, qu'on dit, ok, tu veux vendre du thé, qu'est-ce que tu as de plus que les autres pour mériter d'être premier?
Et quand tu vois le Palais d'été, le boulot qu'ils ont fait pour, au niveau contenu, pour devenir la référence sur le thé, quoi, tu vois. Et ça, c'est pas avec des fiches produits. Ouais, non, c'est tout le stratégie de contenu, toute la stratégie de contenu qui est autour, les réseaux sociaux et autres, quoi. Et d'après toi, est-ce qu'on peut extrapoler ce principe du cocon sémantique, donc on-site, c'est-à-dire sur le site tel qu'on vient de le voir, une stratégie un peu plus off-site, donc du netlinking tout simplement? Oh, là, t'es dans le... C'est quelque chose sur lequel je me suis tué longtemps, par respect par mes potes qui vendaient des réseaux de sites et tout ça. Moi, je viens du Black Hat, hein, donc j'ai pas peur de parler. Je suis pas un bisounours du tout. Légalise Google, peu m'importe. Du moment que ça reste dans la légalité, parce qu'il y a beaucoup de... Tout ce qui est hacking, etc., hein, c'est la raison numéro 1 et pour du SEO, il faut le savoir quand même. Hein. Tant que ça reste légal, ça me dérange pas. Ben, il faut savoir que c'est exactement la même chose. Sur la page, qui est en relation avec quoi et pourquoi? Ce que j'ai introduit, moi, c'est que avant, les outils pour te suggérer des mots-clés, c'était basé sur AdWords et les Google Suggest. Moi, j'ai introduit cette notion de dire, bon, ben non, on a ce qu'on appelle un corpus, et on est capable de dire que tel mot est en relation avec tel mot, parce que, par exemple, si je te dis Jaguar, de quoi je parle? De la voiture ou de l'animal? Je te répète 200 fois Jaguar, de quoi je parle? J'en sais pas plus. Bon, ben le SEO à la papa d'il y a 15 ans, c'est on mettait 200 fois Jaguar partout dans le code source, d'accord? Dans la voice title, dans les strong, dans les... On bourrinait le mot-clé. Moi, ce que j'ai dit, c'est non, il faut travailler sur l'environnement. Donc, jouer à ce jeu du mot mystère. Tu vois, Pictionary, là, au jeu pyramide. J'ai une carte, là, avec Jaguar l'animal, et je dois te faire deviner Jaguar l'animal. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, il faut utiliser certains... Le corpus, c'est là où tu veux en venir. Oui, alors ça va commencer avec les synonymes, mais pas que. Après, on va au champ lexical, et puis après, explorer le sujet, tout ce qui est bon pour réussir à te faire deviner ce mot. Ça, c'est sur la page. Ok, on jouait au jeu du mot mystère. Le cocon sémantique, c'est quoi? C'est exactement la même chose autour de la page. On continue à jouer au jeu du mot mystère autour de la page. Et devine quoi? Autour du site, exactement la même chose. La continuité du cocon sémantique, c'est de se créer un réseau de sites en calculant les glissements sémantiques, donc pas faire des PBN ou des réseaux privés sur... Non, moi je dis, ok, tu dois faire un site sur tel sujet parce que ça vient complémenter le sujet qui est sur cette page ou sur cette zone du site, etc. etc. Donc, qui est en relation avec quoi et pourquoi sur la page, autour de la page, autour du site. Si tu as compris ça, on peut faire des boutiques et aller boire un coup. Mais derrière cette phrase, c'est simple et compliqué hein, à la fois. Oui, bien sûr, parce que le concept, effectivement, est entre guillemets simple à comprendre. Le fait d'encadrer un environnement par une thématique, que ce soit autour de la page ou autour du site. Par contre, l'application n'est pas forcément aussi simple que ça. Et les résultats sont, pour leur part, pas garantis non plus. Ouais. Alors, mais on se rapproche d'un potentiel bon positionnement. En France, vous avez la chance, on est les plus avancés au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un couillon qui s'appelle Laurent Borelli qui a émis cette idée, et puis qu'il y a plein qui ont emboîté le pas. Et on a des dizaines d'outils. Alors moi, j'en valide qu'une certaine partie parce que j'ai collaboré avec eux. Les autres, je ne dis pas qu'ils sont bons ou pas bons, je dis juste que je ne les connais pas. Mais tous, on est dans la quête d'essayer de fournir cette espèce de sac de mots parfait à mettre sur la page, à mettre autour de la page et à mettre autour du site. Mais ce n'est que ça, à trouver cet ensemble de termes, d'entités qui ont des relations entre elles. Et ça va même jusqu'à calculer donc le glissement sémantique. Est-ce que cette page est bien en relation avec cette page, avec X% de glissement sémantique, et pareil entre les sites, pareil entre tout. Il faut savoir que moi, quand je suis parti, j'avais qu'un seul outil qui s'appelle Textalizer, qui fonctionne encore très bien, Textalizer YZER, ou SER, je ne sais plus, et qui est basé sur des algos qui sont utilisés par les moteurs.
Donc ça pourra vous montrer tout le chemin qu'on a parcouru aujourd'hui avec ces outils fabuleux. Dans le désordre, je vais les citer, Urtex Guru, 1.fr, Cocon.se avec les métamos. J'ai oublié les biens. Tiens, Bombix, Bombix pour WordPress et le nouveau qui va sortir, dont je tiens encore le nom secret. Et qui t'enverrai qui automatise carrément la création du cocon de A à Z. Enfin, les autres, c'est tout fragmenté, c'est-à-dire tu peux faire les autres outils traitent différentes étapes du process, alors que le mien va tout faire de A à Z. Tous ces outils n'ont qu'une seule ambition, c'est t'aider justement à bien calculer qui est en relation avec quoi et pourquoi. Mais ce que je te dis, moi, c'est que tu as un cerveau avec 3 milliards de neurones. Si tu t'y colles un peu, tu es capable de comprendre qui est en relation avec quoi et de t'appliquer à bien faire les choses sans aucun outil. Le point de départ est le plus important. Si je devais se donner un conseil, c'est essayer de comprendre ce que vous vendez réellement. Connais le truc là, ce que tu vends, c'est pas un marteau et un clou, c'est un trou dans le mur. Oui, bien sûr. Tu vas de vendre le bénéfice, tout à fait, la transformation, plutôt que le moyen. Et c'est finalement ça que je conseille. C'est peut-être le point le plus compliqué, c'est de bien partir de ce point de départ, plutôt que de dire je veux acheter, je sais pas moi, un sac, là je vais un sac pour appareil photo. Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que c'est simplement le côté utilitaire de transporter un appareil photo, ou est-ce qu'il y a aussi derrière la volonté de protéger ton appareil et de te balader sereinement, quoi. Non, et puis même, est-ce que j'ai envie d'avoir l'air cool avec mon sac? Est-ce qu'il y a un fashion statement? Je sais pas. Est-ce que j'ai un Leica? Est-ce que je veux un sac? Est-ce que je veux un point rouge sur mon sac pour montrer que c'est du Leica, etc., etc. Tu vois, c'est pas juste... Enfin bon, bref. L'anglais sur le marketing, mais ça en fait partie, quoi. Ouais, mais c'est très important d'arriver à comprendre. Je vous donne un exemple très, très concret. J'ai eu pas mal de clients sur la lunette de vue. D'un côté, au centre, tu peux dire je veux acheter des lunettes. Ou alors, tu peux partir en mode exploration je dois changer de lunettes de vue. Et mettons-nous en situation. Tu es en ville. Tu es en centre-ville, ce qui veut dire que tu as accès à des magasins physiques. Okay, tu sors de chez l'ophtalmo, là. Tu as ta prescription dans la main gauche, tu as ton mobile dans la main droite. Qu'est-ce que tu fais? Voilà ce que je veux. Explorer. Tu comprends? Ouais, qui est autre chose que de dire, lunettes de vue, lunettes pour myope, lunettes pour machin, lunettes Ray-Ban, lunettes à flelou, lunettes truc. Non, ça c'est un plan du site d'un catalogue, ça j'en veux pas. C'est voire même des fois j'ai eu un cas, tiens, je peux te raconter une histoire avec un éditeur. L'éditeur qui me fait donc un fabuleux mind map sur je veux publier un livre. Et je lui dis, et la branche auto-édition? Il me dit, c'est pas auto-édition, c'est mes ennemis. Je dis, justement, il faut aller explorer l'auto-édition. Parce que il faut aller expliquer aux gens que l'auto-édition, c'est bien beau, mais il y a pas que des avantages. Oui, traiter le sujet pour mettre en exergue ce qui peut te servir, toi, quoi. Ouais. Ou juste avant, là, le cas que j'avais juste avant de te prendre toi. Excusez-moi, il y a des enfants qui sont en train de, y a pas de souci. de jouer à côté, là, je suis dehors. Ok, on est dans les accessoires informatiques. Donc, mettons, tu vends des disques durs. Donc, tu vas me faire une branche du cocon, disque dur. Ben non, mec, c'est une branche sauvegarde. Je veux sauvegarder mes données parce qu'il y a aussi le cloud. Oh, mais je vends pas du cloud. Oui, mais moi, en tant qu'utilisateur, je veux sauvegarder mes données. Donc, je veux aussi connaître les solutions par rapport au cloud. Tu vois? Ouais, d'accord. Oui, c'est tu construis pas le cocon sur les synonymes, mais plutôt sur les usages ou les synonymes du matériel que tu souhaites vendre, mais sur les usages
et sur le but que tu cherches à atteindre, quoi. Enfin, j'arrive pas vraiment à exprimer, mais j'ai bien compris là où tu voulais en venir. En fait, c'est j'apprends aux gens à d'abord construire une stratégie autour de la demande, c'est-à-dire le buyer persona. C'est lui qui va faire tu vois, ces fameux mind maps, là, ces cartographies sémantiques. Il faut qu'il soit d'abord fait en mode buyer persona. Tu n'es pas toi, tu n'as pas de site. Tu es, donc mettons, on reprend les accessoires, machin. Tu n'es pas Jean-Louis qui a un site de vente d'accessoires pour ordinateur. Tu es Jacqueline qui vient d'acheter un ordinateur portable et tu veux acheter des accessoires pour ton ordinateur. Donc il pose plein de questions et c'est en deuxième phase que tu vas calquer l'offre sur la demande. Tu vois? D'abord tu te mets en mode user, client, et après tu vas plaquer toi ta version à toi sur c'est l'offre qui doit s'adapter à la demande et pas l'inverse. C'est l'erreur numéro 1 de tout le monde. J'ai ma cam, il y a un mur invisible. Ton job à toi comme à moi, c'est de briser ce mur invisible entre l'offre et la demande. Voilà ce qu'on fait tous les jours. De ton côté, d'une certaine manière, de mon côté. Mais c'est ça, en fait. C'est à deux cercles. Moi, le vendeur, et en face, le client ou le prospect. Et il y a ces deux cercles. Le trésor, il est quand ils s'interconnectent, quand ils se croisent. Et plus le croisement entre ces deux cercles est grand, plus le trésor est fabuleux, et plus tu as de la matière. Mais c'est ça le job, c'est basé sur l'empathie, c'est quand même essayer de connecter, créer une connexion avec l'autre, c'est pas juste un prix et une taille, quoi. Ouais. Répondre aux besoins et à la demande du client en s'adaptant, comme tu le disais, à la demande, quoi. Après, tu le sais aussi bien que moi, après tu vas peut-être me dire qu'il y a une troisième option, mais moi j'en connais que deux. Première option, tu as un budget marketing de ouf et tu veux blaster, tu peux assommer, tu vas envoyer la patate en pub, en tout ce que tu veux, et finalement tu vas acheter la confiance, l'autorité, la notoriété et tout ça, mais ça marche très bien. Si tu n'as pas un budget marketing plus gros que les autres, alors ben oui, il faut cultiver ta différence et essayer d'entrer de plus en plus dans ce... moi je crois que si tu veux gagner la partie, surtout en termes de commerce, c'est plus tu vas rentrer dans la tête de celui que tu vas en face, plus tu vas arriver à mieux le comprendre et puis à tisser ce lien de confiance, tu vois, qui fait que tu vas répondre à la question essentielle de pourquoi toi, qu'est-ce qui fait que je vais faire du business avec toi. C'est pas qu'une notion de prix et de vitesse d'expédition et de tout ça. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Hein. Comment ça se fait qu'il y en a qui peuvent vendre beaucoup plus cher, 10 fois plus cher que les autres, et mieux vendre, et quand même arriver à vendre. Parce que il y a cette notion de valeur perçue qui est travaillée différemment. Et... C'est toi l'idée. C'est toi qui fait que... En fait, allez... Gros type. Premier exercice que je donne à faire à mes clients, c'est des exercices pour répondre à 4 questions en moins de 5 secondes quand tu arrives sur n'importe quelle page web. N'importe quelle page web doit répondre à ces 4 questions en moins de 5 secondes. Première question, comment vas-tu m'aider? J'ai bien dit aider, pas qu'est-ce que tu vas faire pour moi, qu'est-ce que tu vas me vendre. Comment vas-tu m'aider? Deuxième question, qui es-tu? Je veux savoir qui tu es, minimum syndical. Et me dis pas, oui, je cliquais sur qui sommes-nous, machin. Non, 5 secondes. Troisième question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça paraît évident, mais je suis sur la page là, je clique où tu veux que j'aille où? Et la dernière, la quatrième, la plus impitoyable, pourquoi toi? Qu'est-ce qui fait que je devrais faire du business avec toi plutôt qu'un autre? Et j'ai toute une série d'exercices qui permettent de répondre à ces 4 questions qui finalement ont pour objectif réel de briser ce mur invisible entre l'offre et la demande. Au sein de ces 4 questions, au sein de tous ces exercices que je fais faire, c'est pour faire en sorte qu'on comprenne à qui on s'adresse et qui on est. Alors qui on est pour essayer de façonner... t'as jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression et ces fameuses 5 secondes, tu vois. Donc
comment tu vas faire en sorte de donner cette première bonne impression en une poignée de secondes. Oui, tout à fait. Donc là, en répondant à ces 4 questions, tu englobes et tu lèves un petit peu toutes les objections que pourrait avoir un prospect qui découvre ton site pour la première fois, et tu réponds à toutes les questions, on va dire entre guillemets vitales, qu'un acheteur se pose avant de dépenser son argent sur un site, quoi. Avant, ouais, c'est ça. Et puis d'essayer de faire en sorte qu'il reste. Et c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux. L'erreur numéro 1 que je vois, c'est vous essayez de plaire à tout le monde avec une tonalité neutre, dans la plupart du temps fortement inspiré du leader sur la thématique, d'accord? Et au final, ce que je dis, c'est que d'essayer de plaire à tout le monde, je pense que on devient un peu insipide. Ouais, si tu me suis, tu connais ma stratégie, au contraire. Moi, j'ai le plus de casser les codes, bien sûr. Ouais, je respecte ceux qui sont pas d'accord avec moi, j'écoute, mais franchement, j'en ai rien à cirer. Mais profondément. Moi, je ne m'intéresse que à ceux à qui je plais, entre guillemets, d'accord? Ceux avec qui j'en ai suffisamment. J'ai suffisamment de personnes avec qui je suis sur la même longueur d'onde pour n'en avoir, mais rien à faire du reste. Ouais, tout à fait. Et justement, en ce qui concerne le e-commerce, parce que là on parlait un petit peu, on a dévié un petit peu, mais on parlait du e-commerce. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir du e-commerce indépendant par rapport au marketplace et notamment Amazon? Aujourd'hui, d'après toi, est-ce qu'on peut encore se lancer en e-commerce face à Amazon et réussir sans avoir des millions d'euros de budget, quoi? Ouais. Si justement tu sais faire justement tout ce dont on vient de dire, c'est-à-dire ta différence. Il y a une histoire très intéressante. Il y a un site, alors il faudrait que tu ailles voir dans archive.org les versions antérieures d'il y a quelques années. Un site qui s'appelle Powell Books, Powell, je crois. Oui. Powell Books, qui est né quand Amazon n'était pas un grand fleuve, quand Amazon n'était qu'une rivière, mais qui existe encore aujourd'hui quand Amazon est plus qu'un fleuve, qui est un tsunami. Comment ils ont fait? Je vois. Je suis dessus en même temps. Pourquoi ils ont réussi, ces mecs-là? Et c'est encore plus... Aujourd'hui, le site ressemble trop à Amazon, mais la version d'avant, d'il y a quelques années, alors c'est quand ils ont switché, je sais plus, il y a 4-5 ans, la version d'avant, c'est encore plus évident. Ces gars-là, c'est des amoureux du livre. Tu peux leur demander la première édition d'un auteur tchèque de 1827, et non seulement ils vont te le trouver, mais ils vont te le livrer en moins d'une semaine. Quand ils vendent pas des livres, ils parlent livres, et quand ils parlent pas des livres, ils lisent des livres. Ouais, oui. D'accord? Ouais, je vois l'idée, ouais. Donc, tu peux survivre à Amazon sur le business de vendre des livres. Et là, je te donne un exemple concret en plus, qui va très bien et qui cohabite très bien avec Amazon. Parce que les gars, ils ont su mettre en avant le fait que, ce sont des amoureux des livres, ce que Amazon ne pourra jamais prétendre. Et ils se sont diversifiés et ils en sont sortis justement de ça, Amazon. Pour revenir un petit peu sur le moteur sur le business le SEO, les moteurs de recherche. On en a parlé un petit peu, tu en as parlé un petit peu en début d'épisode. Est-ce que tu peux nous donner ton avis, ton ressenti sur Qwant? Je sais que tu aimes particulièrement Qwant. Est-ce qu'il y a un intérêt stratégique aujourd'hui à être positionné pour un e-commerçant sur Qwant en 2019, sachant ils grignotent des parts de marché, mais ils sont encore loin de truster tout le trafic du search francophone en tout cas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, moi, ce qui m'intéresse plus que Qwant, c'est justement cette histoire de vie privée. La philosophie derrière. Parce que en tant que marketeur, je vois ce qui se passe. Je vois l'envers du décor. Je vois tout ce que les gens ne voient pas. Je vois le niveau de tracking et de profiling. Alors, c'est super utile, mais c'est aussi complètement obscène. Donc, c'est ça le truc qui m'intéresse au-delà du moteur de recherche Qwant. Maintenant, du point de vue stratégique, ce qui est intéressant, alors il y a au niveau des parts de marché,
moi, ma théorie, c'est qu'ils ont plus que ce que tu peux voir pour une raison très très simple. Quel navigateur tu utilises? Moi, j'utilise Google encore. Ok, ben si tu utilises, télécharge Firefox, Oui. et tu prends une extension qui s'appelle Light Beam. Donc Light comme la lumière, L-I-G-H-T, Beam, B-E-A-M. Et ça va te montrer toutes les connexions entre les sites. D'accord? Oh, il y en a une qui est en train de... Oui, qui est tombée. de faire un cabri. Ouais. Ça va te montrer que, par exemple, tu vas sur un site de presse, tu es connecté à 80 autres sites. Et que des sites de tracking publicitaire. Ça va te montrer, en fait, les liaisons entre les cookies, etc., etc. Tu peux tester tous les moteurs, DuckDuckGo, Lilo, machin, tous ceux qui, soi-disant, respectent ta vie privée. Et tu vas voir qu'ils sont tous connectés, en fait. Ils sont connectés au reste du web. Tu mets Quant, il reste tout seul dans son coin. Donc j'ai l'impression que leurs sécurités sont tellement puissantes que finalement elles niquent aussi le référeur, quoi. Parce que ça, par rapport à, je les ai suivis depuis le début et par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je perçois, moi je les vois plus autour de 4, 5, 6% de part de marché que 0,5 ou 1 ou 2 qui apparemment serait le... Enfin bon bref, ça c'est pour le pourquoi du comment. Mais sinon, par rapport à la stratégie des moteurs alternatifs, c'est vachement intéressant parce que même acheter de la pub sur Quant, c'est beaucoup moins cher, ou de la pub sur Bing, c'est beaucoup moins cher, et tu as quand même des millions et des millions et des millions de gens qui l'utilisent. Donc certes, c'est pas Google, et ça n'aura jamais la prétention d'être Google, mais tout dépend de ce que tu veux faire, tout dépend de tes besoins, mais c'est des trucs qui se testent. Il y a des gars qui ont des stratégies d'investir que sur les moteurs alternatifs, parce qu'il n'y a pas que Quant, hein. Oui, non, bien sûr, il y en a plein d'autres. Et tu peux faire ça, de dire, au lieu de... Allez, mettons que tu es 100 balles. Au lieu de mettre... si tu as 100 balles, au lieu de mettre 100 balles sur Google AdWords, tu mais 1 euro sur chaque moteur alternatif en pub payante. Et ça peut t'amener des résultats intéressants. Le problème, c'est certes, la France est un peu une anomalie avec cette domination de Google. Mais dans les autres pays, c'est sûr qu'il faut avoir une stratégie diversifiée parce que Google n'est pas le... multimoteur, oui, bien sûr. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que tous les mecs font montrent des trucs de part de marché sur 100%. Donc Google aurait 90%. Mais c'est faux. Il faut faire une répartition sur 130 ou 140%, parce que tu le veuilles ou non, dans ta journée, tu utilises plusieurs de moteurs de recherche. Comme lesquels, par exemple? Mais je sais pas, si tu vas sur le site, si tu vas se faire... c'est un mauvais exemple parce que lui il utilise Google, mais si tu vas sur SFR et que tu fais des recherches, oui. Tu vas après, de tête, qui utilise... tu fais une recherche sur la... Tu travailles à l'éducation nationale, tu fais une recherche interne, tu vas utiliser Quant. Oui, d'accord. Donc en fait, dans la journée, tu utilises plus que... c'est plus que 100% les parts de marché de moteur, parce que chaque utilisateur, dans sa journée, involontairement ou pas, va utiliser plus de... Regarde, tu l'as dit toi-même, tu vas utiliser le moteur de recherche d'Amazon, par exemple. Oui, aussi, oui, bien sûr. Ouais. Oui, des moteurs de recherche, tu as une multitude de moteurs de recherche aujourd'hui, et c'est vrai qu'on cite tout le temps Google, mais indirectement, on en utilise beaucoup d'autres. Exactement. Mais après, c'est sûr que on gueule d'un côté de la domination de Google, mais en tant que référenceur, je te le dis franchement, je serais bien emmerdé si je devais optimiser pour 4 ou 5 moteurs. Hein. Oui, ça multiplie par 4 le temps à y consacrer. Et le budget pour le client aussi. Donc, ouais, parce que chacun, même si c'est tous basés plus ou moins sur la même chose, non, une méthode ne fonctionne pas de manière unique. Si tu es premier sur Google, ça ne garantit pas d'être premier sur les autres. Bien sûr. Et en parlant des moteurs de recherche un petit peu alternatifs, comme celui d'Amazon, d'après toi, est-ce qu'on va voir apparaître, bien que ça existe déjà, des, entre guillemets, experts SEO, je sais que tu n'aimes pas ce terme-là, mais experts SEO Amazon, qui sont spécialisés dans le référencement du moteur de recherche Amazon pour figurer quand on est marchand sur Amazon, pour avoir ces produits qui ressortent dans le moteur de recherche Amazon en bonne position. Est-ce que c'est un métier d'avenir? Va en Chine, là. Va en Chine, tu vas voir le nombre de consultants en référencement Amazon qui existent. Parce que les gars, c'est une vraie tendance, quoi.
Ah oui, non, non, si, là-bas, c'est déjà un vrai métier, et les gars sont très, 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 très bien payés, puisque ben, enfin, tu vois l'emprise des Chinois sur toutes ces marketplaces, c'est impressionnant, et c'est la guerre, quoi. Oui, C'est la guerre avec. et quand, Il y a quand des gros. AliExpress va vraiment s'attaquer, enfin ça c'est mon point de vue personnel, quand AliExpress, pour ne citer que lui, va vraiment s'attaquer au marché européen avec des délais de livraison moins longs, ça peut aussi faire très très mal et au e-commerce indépendant et à Amazon d'une certaine mesure, dans une certaine mesure. Ouais, ouais, alors les marketplaces, honnêtement, c'est pas très sain parce que d'expérience, ce que vous allez faire, c'est du chiffre d'affaires, mais ça va vous niquer vos marges. C'est le problème du e-commerce, hein, c'est que vu de l'extérieur, comme ça, tu calcules de manière brute un peu dans ton truc, et puis petit à petit, tu vois tes marges être grignotées à droite, à gauche par des choses diverses et variées que tu n'avais pas anticipées. Moi, mon conseil, c'est aller très très rapidement vers vos propres produits. Comment ça se passe, hein? Ben, au départ, tu vas sur Alibaba, comme tout le monde. Et puis après, ben, tu prends un avion, tu vas en Chine, et puis tu vas dans l'usine de ton concurrent, et tu lui dis, tu peux me faire avec mon autocollant dessus, et puis voilà, quoi. Parce que les démarches sont pas les mêmes. Si t'es que revendeur aujourd'hui, Tu meurs à terme. ben, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, on est d'accord. J'en ai eu des centaines et des centaines de clients, hein. J'ai pas fait la répartition entre start-up et au commerce, mais je vois bien la différence entre ceux qui ont quand même leurs produits et ceux qui sont que revendeurs. C'est extrêmement compliqué, les marges, à moins que vous ayez un produit fabuleux avec une marge énorme, hein, mais on voit bien la grosse différence quand même. Après, c'est sûr, c'est autre chose, ça complexifie, etc., etc. Mais pour le faire bien comme il faut, je crois quand même que d'avoir ces produits à soi, c'est l'aboutissement si on veut le faire, si on veut vraiment être sérieux, quoi. Ouais, non, mais je pense tout à fait pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, un simple distributeur du produit des autres a énormément de chances de se faire bouffer par les gros comme Amazon, hein, plutôt que d'être distributeur de son propre produit. Voilà, c'est vraiment. Ça fait du chiffre. Ça peut faire du chiffre. Ouais, Voilà. tu fais du chiffre, mais bon. pas de Est-ce que c'est une stratégie pérenne dans le temps? Après, ça dépend encore de tes objectifs. Si ton objectif c'est de faire du chiffre et de fermer boutique et de partir sur un autre projet, effectivement, pourquoi pas. Si ton objectif après c'est de pérenniser ton activité, faut peut-être mieux réfléchir à distribuer ton propre produit, quoi. Ouais, on revient au même truc, hein. Il faut créer ta marque, il faut. Ne sous-estimez pas la puissance du branding. C'est difficile parce que c'est un travail à long terme. Donc tu démarres, t'as un peu la tête dans le guidon. T'as pas l'ambition comme ça de créer une marque, mais en fait, en regardant derrière, c'est difficile d'avoir la vision de vouloir créer une marque quand on démarre. Et c'est finalement qu'après, en regardant en arrière, quand on a eu la chance d'être parti là-dessus, qu'on réalise l'intérêt d'avoir justement créé une marque et de pouvoir compter quand même sur ce pouvoir de gens qui vont venir directement ou te référer, etc., plutôt que de toujours être dans ce cycle infernal de toujours choper des nouveaux clients, toujours être en prospection commerciale, c'est ça le truc. Avant de conclure, là, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on a commencé l'enregistrement. Est-ce que, donc, deux questions. Comment tu conseillerais à n'importe qui souhaite faire appel au service d'un référenceur, comment trouver un bon référenceur? Première question. Deuxième question, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter ou se former au principe du cocon sémantique? Et on terminera par un petit jeu très rapide de 10-15 secondes. Je t'en parlerai juste après. Est-ce que tu peux nous dire juste avant comment, selon toi, trouver un bon référenceur et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, trouver un bon référenceur, c'est pas facile parce que là, c'est la pioche, la question piège. Il y a toute une série de questions qu'on peut poser, mais finalement, faites votre shopping, c'est-à-dire comparez, faites un appel d'offres, ne pas se limiter à un seul. Et honnêtement, il faut essayer
je sais que c'est pas la volonté de tout le monde, mais ce que je vais dire est important parce que vous allez jamais réussir à avoir des résultats à la hauteur de vos espérances si vous ne faites que déléguer. D'embaucher un mec, une agence ou un freelance, lui filer un chèque et attendre le miracle, ça ne marche pas. Je dis pas que ça donne pas des résultats. J'ai dit ça ne donne jamais des résultats à la hauteur des espérances. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se former. Alors, vous pouvez me prendre et je vous explique le truc, ou alors commencer par acheter une formation sur Udemy, etc. C'est pas en allant aux conférences que vous allez apprendre, ça c'est sûr. Mais je parle de pas vous transformer en référenceur, mais quand même comprendre les tenants et les aboutissements, comprendre que on effectue une action et doit y avoir une réaction en face. C'est que ça, c'est binaire, action-réaction. Mais si on fait que déléguer, c'est court-termiste et ça marche jamais assez bien. Donc à partir du moment où vous allez monter en compétence dans le référencement, c'est trop important pour vous pour juste le déléguer. Voilà ma réponse en fait. Donc pour trouver un bon référenceur, il faut que tu apprennes un peu le référencement. C'est peut-être pas la réponse que les gens voulaient entendre, mais c'est sincèrement mon conseil, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Premier truc, vous allez prendre une agence, ça va y avoir que dalle. Après, vous allez prendre un freelance, ça va aller un peu mieux. Et c'est que en troisième ou quatrième intention que vous allez enfin décider de comprendre comment ça marche. Oui, donc très bon conseil. Très bon conseil, en plus objectif de la part d'un référenceur. Donc merci pour ce conseil. Et où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te contacter ou se former au référencement, au cocon sémantique? Laurentbourrelli.com, tout simplement. Mon pauvre vieux site là, je suis en refonte. J'ai décidé enfin de changer son design et de me réactiver un peu sur le côté blogging, tout ça. Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins actif qu'auparavant au niveau du partage. Ça fait depuis 2004 que je partage gratuitement plein d'infos. Et c'est vrai que ça m'a un peu lassé. Là, je m'y remets un petit peu. Donc oui, profiter du moment du fait que je sois motivé pour repartager de l'info. Mais c'est depuis mon site qu'après on peut accéder à tout le reste. D'accord, bon, je mettrai toutes les notes de l'épisode sur l'article du podcast. Donc avant de conclure, un petit jeu que j'inaugure avec toi sur cet épisode, que j'ai appelé la roulette 301. Donc je vais te mettre en situation. Le but, c'est de me répondre sans argumenter. Je vais te donner 2 réponses à chaque fois. Tu me donnes ta réponse, ton choix. Ok ? Ok. Alors, tu viens de subir un échec professionnel retentissant. Tu es au pied du mur, mais malgré tout, tu as un budget de quelques milliers d'euros, mais peu importe combien, le but n'est pas là. Tu dois monter une boutique en ligne et donc réponds instantanément au choix qui s'offre à toi. Prêt ? Oui. Alors, tu choisis de partir sur un business monoproduit ou multiproduit ? Monoproduit. Tu distribues le produit des autres ou tu édites ton propre produit ? Ouf. Idéalement, j'édite mon propre produit, mais c'est certainement pas ce que je ferais. Ça serait... Avec un budget réduit. Ouais, avec un budget réduit, non, c'est pas faisable. Non. Ok. Tu cibles les autres. Tu cibles. Oui, dis-moi. Ouais, je vendrai celui des autres pour après gagner, économiser et faire mon propre produit. Et j'ai pas le droit de répondre comme ça. Ouais. Ouais. si, c'est bon, allez. C'était ton joker. Prioritairement, tu cibles le marché français ou étranger pour vendre ce produit ? Là, tu tapes en plein dans... Je vise l'étranger. Je suis bilingue. J'ai fait mes études aux États-Unis et j'ai été trop con pour partir à expliquer le cocon sémantique en français d'abord, qui est une absurdité. Enfin, je comprends ceux qui maîtrisent pas la langue, mais comme en plus tu maîtrises la langue, qu'est-ce que j'ai pu être? C'est dommage de pas en profiter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans le pire des cas, c'est 10 fois plus gros pour le même boulot. Bien sûr. Minimum 10 fois plus gros pour le même travail. Et en partant sur le marché étranger, tu priorises
le marché anglais, anglophone ou hispanique, espagnol? Je focalise sur la langue anglaise. Tu vas même vendre au français en anglais. C'est vrai. Tu vas vendre aux espagnols si tu fais de l'anglais. Langue anglaise, pas l'Angleterre ou les États-Unis, mais la langue anglaise. Au niveau de ta logistique, tu stockes ou tu fais du dropshipping? En premier dropshipping. Tu vends sur Amazon ou en indépendant? Toi-même via ton site, quoi. Bah, je suis SEO, donc bien sûr que je vends sur mon site. Et au niveau du système technique, tu choisis un système SaaS, type PrestaShop Ready, Shopify, ou open source que tu installes toi-même, comme PrestaShop ou Commerce ou autre? Tout dépend du... Non, je suis monoproduit, donc j'en ai rien à faire. Un WooCommerce ou WordPress, ça va très bien. Au-delà, moi je dirais, la culbute, elle est dans les milliers de produits. Et en dessous de... Il n'y a qu'en France que PrestaShop est réputé. Le reste du monde, il utilise WooCommerce. Ça dépend. Le premier marché de PrestaShop, bon là c'est un autre, on pourra faire un autre épisode là-dessus, mais le premier marché de PrestaShop, c'est l'espagnol. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour un petit nombre de produits, restez simple. On est d'accord. WooCommerce va très bien. Après, PrestaShop et au-delà, Magento, machin. Tout ce qui est, par contre, tous les trucs clés en main, niet. Shopify et compagnie. J'aime cette réponse. Dernière question. Même les Wix, Squarespace, tous ces trucs-là, non. On est d'accord. Donc tu pars sur de l'open source, peu importe la solution, mais de l'open source. Carrément. Et enfin, pour te populariser, pour démarrer, SEO ou SEA? C'est la même chose. Avec le recul... Tu as déjà utilisé ton joker? Ouais, non, SEO, puisque c'est gratuit, tu peux le faire. SEA, il te faut de l'argent, donc là, SEO, il te faut du temps. Et puis, ouais, il faut du temps. Ok, écoute, on a la stratégie gagnante de Laurent Bourrelli. Voilà, mais focaliser sur le search. Sur le search. Que ce soit payant ou gratuit, c'est la même chose, mais quand les gens cherchent, ils sont ouverts à la transaction. Le social selling et le community management et tous ces trucs-là, je dis pas que c'est pas bien. Mais le search sera toujours gagnant parce que l'intention. Eh bien, écoute, sur ce dernier bon conseil, je vais te remercier pour le précieux temps et tous les bons conseils que tu as partagés sur le podcast. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Si on souhaite te retrouver, eh bien tu as communiqué ton site laurentbourrelli.com. Est-ce que tu as un dernier conseil ou une dernière chose à dire? Oui, suivez-moi parce que là, je vous dis, c'est le moment, je balance des infos en ce moment. Donc, allez-y. Écoute, merci à toi. Merci à toi, Laurent. À bientôt. Allez, ciao, merci. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux et pense à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix pour ne pas manquer le prochain épisode. Si tu souhaites recevoir les épisodes par email, connecte-toi simplement sur marketing301.net pour renseigner ton adresse email. Enfin, toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur marketing301.net/33. Sur ce, je te laisse méditer et mettre en application tous les conseils de Laurent et je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.